L'Africain doit se libérer. Le message est clair, il doit se libérer. Ouais. Nous allons écouter un grand discours qui est très très important. Je vais le mettre ici sur la tablette afin qu'on puisse l'écouter. Très important. Un grand honneur de vous faire savoir que nous avons parmi nous son Excellence, Monsieur le Président de la République du Zaïre. Et je prie Monsieur le chef du protocole de bien vouloir accompagner son Excellence, le général Mobutu Sese Seko Kuku Ngebendu, jusqu'à la tribune. Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à vous remercier de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole à cette tribune. Je ne peux m'empêcher en outre de vous féliciter au nom des ressortissants des pays appelés communément du tiers-monde de votre brillante élection en qualité de président de l'Assemblée générale des Nations unies. Je ne doute pas que grâce à vos qualités d'homme d'État confirmé, vous assumerez ces lourdes fonctions avec compétence, à la grande satisfaction de cette Assemblée et à la fierté des pays dits du tiers-monde. En lisant votre biographie, j'éprouve aussi un grand plaisir, une grande fierté de savoir que vous êtes un journaliste comme moi-même. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Messieurs les ministres des Affaires étrangères et chefs de délégation, distingués invités, Mesdames, Messieurs, le peuple zaïrois, regroupé tout entier au sein du mouvement populaire de la Révolution, notre parti national, m'a chargé de présenter
à travers cette auguste assemblée, les remerciements des citoyennes zaïroises et des citoyens zaïrois à l'Organisation des Nations Unies. Si une infime minorité des pays membres de cette organisation avait refusé de participer à l'opération Congo à l'époque, la grande majorité a cependant mis spontanément des troupes à sa disposition ou est intervenue financièrement pour cette opération, ce qui a permis de maintenir la paix, l'unité et l'intégrité du territoire national. Aux uns et aux autres, à travers l'Organisation des Nations Unies, le Zaïre dit grand merci. Je saisis également cette occasion pour rendre hommage aux secrétaires généraux de l'Organisation mondiale qui en sont véritablement la cheville ouvrière et qui en assurent la gestion journalière. Mes pensées vont spécialement à M. Daga Marshall, mort en service commandé pour notre importante organisation et pour la République du Zaïre. Mes hommages s'adressent ensuite à Youtant, son successeur, qui s'est dépensé corps et âme pour le maintien de la paix dans le monde et qui s'est montré particulièrement attentif à la cause zaïroise. Je me félicite enfin de la désignation de M. Kurt Waldheim en qualité de secrétaire général de l'ONU, à qui je souhaite une carrière aussi brillante que fructueuse. Monsieur le Président, tout le monde sait quelles ont été les circonstances d'accession de mon pays à l'indépendance. En 1960, le Zaïre, qui s'appelait alors Congo, s'est effondré en une nuit comme un château de cartes. Plusieurs experts en matière de colonisation avaient conclu hâtivement non seulement à une sorte d'incapacité congénitale du peuple zaïrois, mais également démontré par là que l'indépendance des pays neufs était une mauvaise opération. Nous étions présumés et jugés incapables de nous gouverner sans l'aide des colonisateurs. Mais, à notre avis, cet accident du Zaïre était prévisible. Malgré que, dans l'acte de Berlin de 1885, le bassin du fleuve Zaïre était ouvert au monde entier. De plus, à l'accession du Zaïre à l'indépendance, mon pays, 80 fois plus grand que son ancienne métropole, comptait moins de 10 cadres nationaux ayant terminé leurs études universitaires. Et dans l'administration, l'armée, le secteur privé, il n'y avait pas un seul cadre zaïrois. C'est pourquoi nous avons vécu de 1960 à 1965 une époque néfaste pour notre peuple. Et nous sommes obligés de reconnaître que l'anarchie, le chaos, le désordre, l'inconscience et l'incapacité régnaient en maître au Zaïre. Certains d'entre vous consultent peut-être le dictionnaire pour connaître la définition du mot anarchie, alors qu'au Zaïre, nous l'avons tellement vécu que nombre de personnes croyaient que le mot anarchie était une invention zaïroise. C'est pourquoi tout désordre dans n'importe quelle partie du monde était baptisé du nom de congolisation. Notre pays n'a pas seulement souffert à cause de l'impréparation politique, mais également et surtout suite à la convoitise de l'Ouest et de l'Est, les uns et les autres voulant avoir une influence déterminante sur nous afin d'être maîtres de nos importantes ressources naturelles. Les uns voulaient nous recoloniser économiquement, tandis que les autres voulaient nous dominer idéologiquement. Le Zaïre, qui est passé d'un chaos indescriptible à un pays organisé et gouverné. Pourquoi je mets le maréchal Mobutu? Je mets le maréchal Mobutu pour que les Congolais de la RDC puissent comprendre ce qui s'est passé hier. C'est ce qui fait que se répéter aujourd'hui. Le maréchal Mobutu est en train de dire la vérité.
à l'homme blanc. Car l'homme blanc est un homme excessivement dangereux. Ils étaient là pour le maréchal Mobutu. Mais ce sont les mêmes qui ont amené la turbulence au maréchal Mobutu. Et là, aux Nations Unies, il leur dit la vérité. Le maréchal Mobutu leur dit la vérité. Nous devons écouter. A fini par reconnaître, à partir de sa malheureuse expérience, ses véritables amis. Interprétation des problèmes qui se posent à nous tous. Nous commencerons d'abord par notre propre continent, l'Afrique. Car l'Afrique reste aujourd'hui le seul continent où se pratique encore la colonisation, la ségrégation raciale, l'apartheid et le mépris de l'homme à cause de la pigmentation de la peau. L'Afrique est un continent qui a subi les plus grandes humiliations de l'histoire. Depuis plusieurs siècles, la situation de l'homme noir en Afrique n'a fait que s'empirer. Sous prétexte qu'ils étaient venus en Afrique pour nous civiliser, les premiers blancs, pionniers de cette civilisation, commencèrent par vider nos pays respectifs de leur substance fondamentale, notamment dans la pratique honteuse du commerce des esclaves. Et déjà à cette époque, les chefs de file étaient des Portugais. Nos ancêtres n'étaient pas considérés comme des hommes ni même comme des êtres qui ont l'intelligence et les sentiments, mais comme des amas de muscles à qui on demandait des efforts mécaniques comme on en demande au cheval, au buffle, à l'âne ou au bœuf. L'esclavagisme continuera jusqu'à prendre au XIXe siècle des allures d'une véritable catastrophe continentale. Et pour se justifier, ces colonialistes et ces esclavagistes nous opposèrent à nos frères arabes, affirmant leur rôle dans l'esclavagisme. Ils font semblant d'oublier que ces derniers n'étaient que des courtiers et des commissionnaires, car la traite des Noirs était faite au seul profit des Blancs. Les pays colonialistes d'Europe ont d'ailleurs vite compris l'adage qui dit, je cite, « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Fin de citation. C'est ainsi qu'en 1885, les grands négriers de l'époque se rencontrèrent à Berlin et dépaissèrent comme des vautours le continent africain. Il n'y aura plus de razzia esclavagiste qui leur coûtait cher. Il n'y aura plus d'occupation désordonnée, mais une occupation préméditée et organisée. L'exploitation des Noirs n'est plus sporadique, mais elle devient systématique, permanente et définitive par l'appropriation pure et simple des territoires d'Afrique par ces négriers. Le Noir n'a plus à échapper aux razzias, car il perd tout simplement ses droits, sa patrie et sa liberté. Le processus de déshumanisation commence. Le Noir doit abandonner sa personnalité, ses structures mentales et sociales, en un mot, son authenticité. Des arguments pseudo-scientifiques ne manquèrent pas pour justifier cette entreprise de déshumanisation tout en traitant le Noir d'être inférieur. Car, disait-il, le colonisateur blanc était différent du colonisé noir. Donc le blanc était supérieur au noir. Et pour perpétuer l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc, les colonisateurs se mirent à liquider systématiquement les traditions africaines, les langues africaines, la culture africaine. Bref, à abrutir complètement le noir, de façon à ce qu'il ne parle, ne pense, ne mange, ne s'habille, ne rit et ne respire que suivant le mode du blanc. Malgré les gigantesques moyens mis en œuvre pour asservir perpétuellement l'homme noir, les peuples blancs d'Europe n'ont pas pu éteindre la flamme de la liberté et de la dignité du noir d'Afrique. C'est ainsi qu'autour des années 1960, un sentiment irrésistible et irréversible de liberté s'empara de tous les peuples d'Afrique et provoqua la débandade dans les rangs des colonialistes qui n'y étaient pas préparés. L'homme noir brisa ses chaînes et dit non à son exploitation et à son aliénation par l'Occident.
Un fruit ne tombe que quand il est mûr. Mais, devant l'ouragan et la tempête de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. À partir de cette période, nous croyions que tous les colonialistes avaient fini par comprendre l'irréversibilité de l'histoire. Mais l'expérience actuelle montre que l'Afrique n'est pas encore au bout de ses peines, car les colonialistes livrent encore le combat d'arrière-garde. En effet, les mercenaires blancs, payés par certains pays, avaient cherché à reconquérir même certains pays déjà indépendants. C'est le cas de la République démocratique du Soudan, de la République fédérale du Nigeria et de celui de mon pays, le Zaïre. Dans la ville de Bukavu, à l'est du Zaïre, un mercenaire blanc venu d'Europe s'était proclamé sans rire président de la République du Zaïre. Si un noir l'avait fait en Europe, on l'aurait pris pour un humoriste de mauvais goût, un détraqué mental. Mais, puisque c'était un blanc qui le faisait en Afrique, les colonialistes avaient mobilisé la presse, la radio et la télévision pour les mettre à son entière disposition, non seulement pour lui faire la publicité, mais aussi pour ridiculiser le chef de l'État du Zaïre que je suis, pourtant incontesté aussi bien dans les limites du territoire national que dans tous les pays représentés ici. Une telle provocation est pour moi une insulte intolérable que je ne peux pardonner. Au moment où je vous parle, la situation anachronique qui prévaut actuellement en Angola, en Rhodésie, au Mozambique, en Namibie, en Afrique du Sud, est impensable sans un soutien réel de certaines puissances occultes. Comment peut-on expliquer qu'un pays comme le Portugal puisse avoir la force de contrôler des grands territoires comme l'Angola, le Mozambique, s'il n'était pas soutenu par des puissances plus puissantes que lui? En effet, le Portugal est un pays économiquement, socialement et culturellement sous-développé, sans démocratie. Sans démocratie, sans aucune force militaire. Son seul record est le taux le plus élevé d'analphabètes en Europe. Sa force et son arrogance lui viennent tout droit de son appartenance à l'OTAN, car ce pays avec ses colonies est nécessaire stratégiquement pour cette organisation militaire. Le volume d'investissement et de capitaux venant de l'Occident augmente de jour en jour dans les colonies portugaises. La construction du barrage de Cabora Bassa, qui servira à alimenter en grande partie la République sud-africaine, montre sans équipe que les puissances intéressées s'opposeront toujours à la libération et à l'indépendance des pays précités. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur et de l'Information, le docteur Connie Mulder, a récemment déclaré que la République sud-africaine était prête à apporter son soutien militaire à tous les pays d'Afrique australe, y compris le Mozambique et les autres territoires portugais, pour combattre ce qu'il appelle le terrorisme. Entendez la lutte héroïque des nationalistes africains. Le docteur Mulder faisait cette déclaration au moment où il effectuait un voyage en Rhodésie pour inspecter les unités de l'armée sud-africaine combattant auprès des forces rhodésiennes contre les patriotes zimbabwe. Entre les deux colonies portugaises, l'Angola et le Mozambique, s'est développée il y a quelques années une situation presque aussi similaire, mais en tout cas scandaleuse. Je veux parler de la Rhodésie. Un certain matin, nous avons appris par la presse qu'après plusieurs discussions secrètes entre le gouvernement de sa très gracieuse majesté britannique et les colons britanniques installés en Rhodésie, ceux-ci s'étaient rebellés contre leur gouvernement, leur pays et leur souveraine, et que les autorités de la Grande-Bretagne étaient incapables de faire changer d'avis leurs compatriotes d'Afrique. La Grande-Bretagne a comme devise « Dieu est mon droit », ce qui, je suppose,
signifie que le rôle du gouvernement de ce pays est de faire régner la justice là où il en a l'autorité. En survolant l'histoire de ce grand peuple, on constate qu'il a... Voilà. Nous avons suivi le maréchal Mobutu. C'est très important. Le passé. Ce qui s'est passé hier, mais c'est ce qui se répète aujourd'hui. Ce qui s'est passé hier, c'est ce qui se répète aujourd'hui. Ils sont en train de jouer immensement avec le Congo RDC. Ils sont en train de jouer avec le peuple de la RDC. Et le peuple devront dire, c'est fini les jeux de la musique. Oui. Vive le Congo. Vive la libération du Congo. Et abat le système des vautours. Le système des vautours n'est que le système des Occidentaux. 666. Les voleurs, les assassins, les ennemis du peuple qui tuent immensement. Oui. Nous allons suivre un truc, comment les Occidentaux se sont moqués éperdument du peuple congolais. Oui, très important. Non, l'histoire se répète, et ça fait que se répéter. Le peuple congolais doit comprendre. Ils doivent comprendre. Ils doivent comprendre. Les gens doivent comprendre qui est l'homme blanc. Oui, ils doivent comprendre. Parce que celui qui ne va pas comprendre qui est l'homme blanc n'a rien compris. Bon. On va voir. C'est... Je vais mettre celui-là.
en face d'une guerre importante. L'eau doit quitter le Bangui pour le Tchad. Est-ce que cette guerre-là qui est imminente profitera au Congo? Il y a déjà la guerre du cobalt. M. Yaoul en a parlé. Le gouvernement, l'État congolais, je pense, on a proposé au président Kabila le code minier pour ici. Il y a des entreprises occidentales, Glencore, vous connaissez très bien, qui a fait même des menaces qu'on ne savait pas pour les Congolais de cette histoire. Et ils ont fait pendant 10 ans qu'ils pillent le Congo avec la Banque mondiale. Vous voyez, quand je vous dis il faut se méfier de l'Occident, c'est eux qui pensent toujours nous piller. La Chine n'a pas pillé, la Chine achète. C'est un État commerçant. Mais l'Occident, ce sont des pilleurs. C'est des prédateurs. Ce sont des prédateurs. Concernant l'eau, la guerre de l'eau, je pense qu'il y a Modeste Motinga qui a publié un ouvrage, La guerre de l'eau. On dit, oui, mais il y a déjà pensé, la guerre de l'eau de la RDC, et aujourd'hui, le sommet d'Abuja a consacré pratiquement ce tiers. Non, je pense que c'est le problème. C'est un problème de discuter entre l'Afrique. Quand vous regardez plus près derrière, il y a les intérêts des capitalistes occidentaux. Parce que quand on va... Comment? Ces gens ont tout... Le capitalisme, c'est la prédation. Il faut retenir ça. C'est la prédation. La sauvagerie. Non, c'est plus que ça. Parce qu'ils peuvent venir vous tuer et prendre des diamants dans votre ventre. Ils n'ont pas l'état d'âme. Et quand vous regardez derrière tous ces discours... Les Chinois ne tuent jamais. Non, les Chinois font des affaires. Ils te laissent en vie. C'est la différence. Ils ne te tuent pas. Tu vois, derrière cette guerre, il y a des multinationales occidentales qui estiment qu'ils peuvent prendre l'eau, aller vendre aux autres nègres là-bas, qui sont au niveau de lac Tchad. Ça ne va pas profiter aux Africains. Ça va profiter aux capitalistes. Moi, j'ai dit, après 5 siècles de domination, les temps des Africains parlent d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui empêche le Tchad de se retrouver avec des Congolais discuter qu'à ce temps? Pourquoi ils le font sans Congolais? Ça signifie que derrière, l'Occident est là. Les Africains n'ont pas le courage. Toute la plupart des chefs d'État que vous avez en Afrique, ce sont des porteurs de maladies d'occidentaux. Qui ne connaît pas ça? Tant qu'on n'a pas compris les intérêts africains sont où, nous serons les esclaves des autres. Donc, c'est une fausse guerre que l'Occident veut utiliser pour que les Africains se divisent. Le moment est arrivé au niveau de l'Union africaine qui est un débat de fond, sans les Occidentaux. Parce que quand l'Occident entre, c'est pour nous diviser. Il y a un problème d'eau, c'est exact. Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Si cette eau part au Tchad, que notre barrage n'ait pas de problème. Il faut étudier, il faut des études. Ça, après les études, on peut décider, on peut donner quelques quantités d'eau. Est-ce qu'on peut construire? Parce qu'il ne faut pas construire les canaux et casser Yinga. Parce que Yinga, c'est toute l'Afrique. Donc c'est un débat de fond entre Africains. Moi j'ai dit, il faut se méfier des Occidentaux qui viennent avec des projets. Les capitalistes occidentaux n'ont pas d'état d'âme. C'est la prédation. Mais je note une chose, c'est que le problème de l'eau, ce n'est pas simplement un problème du Congo avec le Tchad. Vous savez que l'eau douce, tout le monde, dans le monde entier, c'est 0,6%. L'eau polluée, c'est 97,4%. L'eau glacée, c'est 2%. Nous avons 0,6%. Mais en Afrique, sur la quantité que regorge l'Afrique, le Congo a 52 à 53%. C'est que nous sommes une puissance hydrologique. Et cette puissance fait de nous producteurs de l'or bleu. Et nous pouvons vivre de ça. Nous pouvons vivre de ça. Mais encore qu'il faut un leadership transformationnel pour ne pas être interrogé par Jean-Claude. Et si je dis qu'un leadership d'excellence, un leadership visionnaire, motivateur, inspirateur, qui voyage dans le temps, qui revient, qui embarque les gens, on en a besoin. Il me semble qu'il y a carence dans la classe politique. Quand cela ne tient, vous savez, quand vous regardez ce qui se passe au lac Édouard, ce qui se passe dans le parc de Virunga, nous avons du pétrole à forte densité. Et nous ne vivons pas. L'Angola vit de son pétrole. Tout ce pays, à travers le monde, vivent de leur pétrole. Mais nous ne pouvons pas. Il semble que c'est un patrimoine déclaré mondial. Nous ne pouvons pas bénéficier. Et alors, plus grave, l'eau. Nous avons de grandes potentialités en Afrique. Car la moitié de la forêt africaine, avec possibilité de régénération de l'eau. Nous pouvons vivre de ça. Le Tchad aujourd'hui a séché de 90%. On en a besoin. Et le Tchad, ce n'est pas seulement c'est le lac Tchad. Et ça dessert pratiquement 6 pays aujourd'hui, que ce soit la Libye, le Cameroun, le Nigeria, le Niger et le Tchad de lui-même. Mais c'est un marché potentiel pour nous. Mais encore qu'il faut faire des études d'impact environnemental pour savoir à quelle quantité nous ne pouvons pas créer
des incidents négatifs dans le fonctionnement de nos barrages, dans l'acquisition de notre eau potable, etc. Nous devons faire ça. Et pour le faire, il faut des hommes et des meneurs qui anticipent. Mais aujourd'hui, et là j'ai rejoint Freddy, les projets Transaqua, il y a des gens qui ont mis l'argent, qui veulent faire ce travail, mais sans associer le Congo. Ça, c'est un danger public. La guerre de l'eau au port de la République démocratique du Congo, c'est l'ouvrage du sénateur Modeste Mutinga qui a été porté sur le fonds baptismaux par le président du Sénat, Léon Kengouwa, dont à travers ses écrits, l'auteur fait l'état de la problématique du transfert des eaux du bassin du Congo, nous disent Bertin Ekofo et Christian Tako. Le sénateur Modeste Mutinga est visiblement habité par le souci de partager ses sentiments. Dans l'ouvrage « La guerre de l'eau aux portes de la République démocratique du Congo », l'essayiste Mutinga tire la sonnette d'alarme sur les dangers qui couvent en rapport avec le transfert des eaux du bassin du Congo vers le lac Tchad. Le président du Sénat, Léon Kengo-Dondo, qui a porté ce livre sur les fonds baptismaux, a exprimé son inquiétude. Nous sommes en face d'une véritable guerre de l'eau. C'est avec plaisir que je baptise ce livre. Et j'espère qu'il n'y aura pas de guerre de l'eau. Le danger est là. Le sénateur Moussendou Flungu, président de la commission environnement du Sénat, en a fait la démonstration lors de son brillant témoignage. Le livre a d'abord été présenté par le professeur Florentin Mokonda Bonza, qui en a expliqué le contenu. Parmi les invités, le ministre de l'Environnement, Bavon Samputu. Le gouvernement ne croise pas les bras face au drame. Le Premier ministre a donné des instructions précises pour qu'à notre niveau, nous puissions réfléchir sur la problématique de ce transfert. L'auteur du livre, Modeste Mutinga, lance un appel aux Congolais afin de s'approprier le débat. Le message principal est que nos institutions et la population congolaise puissent s'approprier ce débat et puissent trouver des solutions idoines pour qu'une nouvelle guerre n'éclate pas dans notre pays au sujet de l'eau douce. L'un des invités, l'abbé José Tundu, a insisté, lui, sur la sensibilisation. Je m'engage à traduire ce livre en lingala. Il faut que le peuple soit au courant de la problématique. Modeste Mutinga a déjà publié un premier livre intitulé « La République des inconscients ». Le fleuve Congo. En termes de débit, il est le deuxième plus grand fleuve au monde après l'Amazone. Un potentiel à peine exploité. Oui, la République des inconscients. C'est la République du Congo. C'est la République du Congo. La République a démocratisé du Congo. Là où Hippolyte Kanambe, le roi des Tutsis, fait sa loi, il extermine des vies. Il les envoie à la mort. Parce que Hippolyte Kanambe, pour lui, il se dit qu'il a le droit dans la vie de chaque Congolais. Mais grandement faux. Grandement faux. Nous devons continuer à suivre cela. Et pourtant la force de son courant pourrait alimenter en électricité une partie du continent africain. En République démocratique du Congo, 2 barrages ont bien été installés dans les années 70 et 80. Situés près des chutes d'Inga, ils ne suffisent pas à alimenter le pays. Seul un foyer sur 2 a accès à l'électricité. Kinshasa a donc décidé de lancer la construction d'un nouveau barrage dans la région, tout simplement appelé Inga 3. Il y a une demande forte de l'énergie d'Inga. Une demande forte à l'intérieur du pays, dont les besoins à l'horizon 2020 vont dépasser les 5 000 MW. Et il y a aussi la demande des pays africains. Des pays comme l'Afrique du Sud. Depuis longtemps, Pretoria manque d'électricité pour son industrie et presse le Congo d'améliorer ses infrastructures vieillissantes. Dans cette zone peu habitée, seul 1 millier de personnes devraient être déplacées. Kinshasa affirme aussi que l'impact environnemental de cette construction serait minime. Le barrage Inga 3 s'inscrit en fait dans un projet bien plus vaste, le Grand Inga. 5 barrages et centrales supplémentaires construits dans cette zone d'ici une 50aine d'années. La République démocratique du Congo pourrait devenir la plus grande centrale électrique d'Afrique. C'est un projet vraiment intégrateur qui va satisfaire des besoins financiers, des besoins économiques, des besoins sociaux, des Congolais d'abord et des autres pays d'Afrique. À terme, la puissance de ces installations pourrait atteindre les 40 000 mégawatts. C'est 2 fois plus que le barrage des Trois Gorges en Chine, le plus grand barrage au monde.
Il y a eu une réunion à Abuja il y a 2-3 jours. Vous avez tout suivi cela à propos de l'eau. Alors, moi, j'ai personnellement demandé aux deux ministres, le ministre de l'Énergie et le ministre de l'Environnement, quelle a été la réaction du gouvernement. Ils disent effectivement que nous n'avons pas été invités à cette réunion-là. La réunion s'est faite à Abuja pour le lac Tchad, pour ceux qui nous suivent. Elle a réuni les riverains du lac Tchad, etc. Ils se sont réunis au Nigeria et ont décidé qu'il faut absolument qu'ils puissent transborder, c'est le terme technique, transbordement des eaux de l'Ubangui vers le lac Tchad qui s'est asséché pratiquement à 80%. Évidemment, le gouvernement dit qu'ils n'ont jamais donné un tel accord, encore qu'un tel accord ne peut se faire que s'il y a une étude de faisabilité puissante et c'est une question de souveraineté. Le ministre de l'Environnement est allé plus loin en disant, pour une telle question qui va impacter sur les générations futures, on ne peut demander ça qu'avec un soutien du peuple directement. Ça, c'est le ministre de l'Environnement. Je donne l'information pour dire effectivement qu'il y a des agendas. Les autres se préparent par rapport à vous. Si vous êtes distrait, eh bien, il faut être vigilant. Attention, Gros plan sur les dangers qui guettent le lac Tchad. Le lac, bordé par 4 pays, le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Cameroun, fait vivre environ 40 millions de personnes, mais la région est dévastée par le changement climatique, la famine et les conflits. Une conférence internationale pour sauver cet espace vient de prendre fin à Abuja. Le lac Tchad est-il en voie de disparition? Où en est-on avec le méga projet de remplir le lac? L'enjeu sécuritaire est-il en train de corser la grave crise humanitaire qui frappe la région? Direction donc à la capitale nigériane où nous attend notre correspondant Gilbert Tamba. Gilbert, dans les grandes lignes, qu'est-ce qui ressort concrètement de cette conférence de 3 jours pour le lac Tchad? Alors, la grande conclusion de la conférence, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution pour sauver le lac Tchad que de faire le transfert d'eau entre les différents bateaux. Ce qui veut donc dire que l'eau doit venir de l'extérieur. Alors, les représentants de 30 pays à ce sommet disent que le transfert d'eau entre les bassins n'est pas une option, mais une nécessité. Alors, cela dit le projet Transaqua qui prendra des eaux du bassin du Congo à travers un canal de 2400 km pour rejoindre le lac Tchad est la solution préférée donc qui a été adoptée à la suite de ce sommet. Cela dit, après donc la prise de cette décision, c'est la société Power China, une société chinoise et la société Bonifica et une société d'ingénierie italienne qui vont donc commencer les études de faisabilité. Donc cela pourrait prendre peut-être 1 an et les travaux pourraient donc commencer. Donc ce qu'on peut dire est que si tout se passe comme prévu, dans les 10 prochaines années, on dira mettre ce canal en Afrique qui doit relier le bassin du Congo au bassin du Tchad et ouvrir tout un corridor de développement agro-industriel de 50 000 km² pour l'irrigation, pour l'agriculture. Et cela pourrait également aider à apaiser les tensions dans cette région devenue aujourd'hui le foyer de nombreuses crises sécuritaires, notamment celles entretenues par le groupe terroriste nigérian Boko Haram. Alors, sur le plan de financement, là, ils ont proposé la création d'un fonds de développement africain d'infrastructurel. Donc, ce fonds sera doté de 50 milliards de dollars pour commencer. Rien que cela peut encore susciter quelques questions, à savoir, par exemple, à quand la mise en place effective de ce fonds. Alors justement, Jérôme Agrin, par qui je voudrais bien commencer d'ailleurs, le comité scientifique de la commission du bassin du lac Tchad est catégorique. En 40 ans, le lac a perdu 90% de sa surface en eau. Je répète, 90%. La question est donc directe. Le lac Tchad est-il en train de disparaître? Il faut comprendre le fonctionnement hydrologique de ce lac. C'est un lac qui est caractérisé par une grande variabilité parce qu'il est très peu profond, 3-4 mètres de profondeur au maximum, qu'il est soumis à une intense évaporation et qu'il est alimenté principalement par le Chari et le Logone, qui sont 2 fleuves tropicaux avec des crues très irrégulières qui dépendent des pluies reçues sur l'amont du bassin, donc au sud du lac Tchad. Alors,
ce qu'on observe, c'est qu'en fait, il n'y a pas de rétrécissement progressif du lac Tchad. Le lac Tchad, si on considère un siècle, a eu différentes tailles. Dans les décennies 50-60, par exemple, on avait un grand lac Tchad avec entre 20 000 et 25 000 km² d'eau. C'est souvent cette situation qui est utilisée comme point de référence par rapport à la situation actuelle, mais il faut savoir que ce sont les 2 décennies les plus humides de tout le XXe siècle. Pendant les décennies 70-80, le lac Tchad est à un petit niveau, il y a des sécheresses au Sahel, le lac Tchad se réduit très fortement jusqu'à atteindre 1500-2000 km² en eau. Et puis, depuis 1991, il y a une période, je dirais, intermédiaire, qui est une période moyenne à l'échelle du XXe siècle, où on voit le lac Tchad être alimenté, alors tous les ans, la cuvette, dans ce nouveau lac Tchad, si vous voulez, il y a 2 cuvettes, alors que dans la situation de Grand Lac Tchad, il y avait un seul plan d'eau d'un seul tenant. Il y a maintenant 2 cuvettes. Quand l'eau arrive dans la cuvette sud, par le Chari et le Logone, si l'inondation est suffisante, elle passe une zone de haut fond qu'on appelle la Grande Barrière et elle inonde la cuvette nord dans des proportions variables suivant les années. D'accord. Depuis 1911... Jérôme Magrin, je m'excuse. Alors, en d'autres mots, est-ce que vous êtes en train de dire que la commission du bassin du lac Tchad est en train d'exagérer, donc de dire que le lac Tchad est au bord de l'assèchement? Est-ce une supercherie, une manipulation de la communauté internationale en vue d'obtenir des milliards de dollars et renforcer le pouvoir des dirigeants de la région sur fond de changement climatique et d'attaques djihadistes? Je n'utiliserai pas des mots aussi forts que ceux que vous utilisez, mais c'est une manière de présenter les choses. Effectivement, à dramatiser la situation pour essayer d'obtenir des financements internationaux dont, cela dit, cette région a grand besoin. Il faut dire, simplement, par rapport à cette question de l'assèchement du lac Tchad, aujourd'hui, le lac Tchad n'est pas menacé à très court terme d'assèchement. Il présente même une situation, du point de vue environnemental et hydrologique, qui est peut-être optimale pour les populations qui vivent sur les rives du lac Tchad. C'est à peu près 2 millions de personnes qui vivent sur les îles et les rives du lac Tchad. Cependant, si on regarde les effets potentiels du changement climatique et surtout de la croissance de la population dans le bassin du lac Tchad qui est attendu, aujourd'hui le bassin du lac Tchad c'est à peu près 50 millions d'habitants. On va revenir sur cet aspect d'ailleurs tout à l'heure. Alors pour l'ONU, cette région connaît l'une des plus graves crises humanitaires de la planète. Christian Sénebo, vous qui avez longuement vécu cette immense région, a-t-elle connu des bouleversements dramatiques ces dernières années? Bien, ce qui est le plus dramatique, bien sûr, c'est l'arrivée donc de Boko Haram. Autrement, avant, il y a toujours eu ce lac n'a jamais été vraiment contrôlé par les États, n'a jamais à l'époque coloniale n'a pas non plus été contrôlé par l'administration coloniale. C'est quand même une zone ça a toujours été une zone de non-droit où on a des cartes qui sont extrêmement comme l'évoquait Jérôme Magrin, avec une bathymétrie qui change sans arrêt. On n'a jamais eu des cartes très précises. On a des toponymies qui voyagent. On n'arrive pas, quand on traverse le lac, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va réussir, à quel moment passer telle passe et à prévoir son cheminement sur le lac. Donc c'est quelque chose qui a été toujours une zone refuge pour des irréguliers, même à l'époque, sous Hissène Habré en 90, dans les soubresauts guerriers du Tchad, les gens d'Hissène Habré se sont retirés sur la cuvette nord. Ensuite, on a eu également des irréguliers qui se sont réfugiés également dans les îles au nord de Darak, dans des îles camerounaises. Donc on a toujours eu des irréguliers jusqu'à ce que arrivent maintenant des bandes armées qui ont fait du lac Tchad leur sanctuaire. Il s'agit de Boko Haram. D'accord. Et quand on dit qu'il y a des petits agriculteurs et pêcheurs qui rejoignent le groupe Boko Haram, par exemple, ou des milices peut-être qui combattent les combattants de Boko Haram, alors est-ce que c'est parce que c'est au fur et à mesure de la disparition du lac et du manque de nourriture que cela entraîne, brièvement? Non, pas du tout. Moi, j'abonde dans le sens qui vient d'être dit. C'est ce que d'autres observateurs disent, en tout cas.
Oui, non, j'abonde dans le sens de ce qui vient d'être dit, c'est que on avait une forme de ressources sur le lac qui plaisait aux populations. Bon, les insécurités ont fait qu'il y a eu une dramatisation des choses sur le lac, mais les gens ne demandaient pas mieux que d'utiliser cette eau du lac qui se retirait après qu'il y ait eu une inondation, qui se retirait sur des kilomètres de long et sur lequel les éleveurs pouvaient poursuivre et avoir des pâturages extrêmement intéressants, lacustres, et également les cultivateurs se jetaient là. Donc c'était en fait une zone qui était plutôt riche quand Boko Haram s'est mis là-dessus. C'était pas dans un milieu où on avait, comme très souvent on veut le dire, une déréliction au point de vue économique. Maintenant, quand vous avez une bande armée qui arrive comme Boko Haram, d'accord. Boko Haram se trouve être le révélateur de tous les conflits, de toutes les haines de voisinage rentrées entre les communautés, les villages, les lignages. Chacun veut saisir l'opportunité en s'alliant avec Boko Haram pour régler ses problèmes. Dans le cas du lac Tchad, les populations qui sont les autochtones qui sont au cœur du lac, les Boudouma, essaient d'empêcher à ce moment-là, en s'alliant avec Boko Haram, que les populations des rives entrent dans le lac. En revanche, les populations des rives, comme les éleveurs peuls, voudraient bien profiter des pâturages du lac en période de décrue et voudraient s'allier avec Boko Haram. Vous voyez, donc il y a des opportunités qui sont là, et Boko Haram a géré en fait des alliés potentiels, mais qui sont quelquefois des alliés incompatibles. Les dirigeants africains se sont réunis cette semaine à Abuja, la capitale nigériane, pour discuter du sauvetage du lac Tchad, pour reprendre leurs propres mots. Alors, des commentaires Facebook avant de retrouver nos invités. Ousmane Awad Abdullah, N'Djamena, Tchad. Oui, le lac Tchad est vraiment en danger, je l'ai vu de près. Le problème n'est pas seulement l'eau, mais les rives sont gagnées par le natron qui contient un fort taux de sel. Aucune culture ne peut pousser dans les parties touchées. René-Xavier Mpinda Mbouibaï, RD Congo, nous sommes pour une solution durable au dessèchement du lac Tchad, mais cette solution ne doit pas être à l'origine de nouveaux problèmes graves. Le peuple congolais doit se prononcer par référendum pour ce cas qui représente en effet une cession d'une partie du territoire congolais. Yao Marcelin Kofi, Abidjan, Côte d'Ivoire, la sécheresse aiguë qui frappe le lac Tchad a occasionné la migration des populations riveraines vers d'autres régions car fuyant la famine et les rafles et attaques du groupe terroriste Boko Haram. Et Jersey Mpazou Fumu, Kinshasa, on ne doit pas défier la nature, nous devons réfléchir sérieusement sur l'impact environnemental, écologique et économique de ce projet Transaqua dans la région du bassin du Congo. La RD Congo a déjà assez de problèmes, alors il faudra ne pas en créer d'autres. D'ailleurs, nous allons en parler avec nos invités. Et je vais m'adresser immédiatement à notre invité qui se trouve en France, Jérôme Agrin. Alors, le projet Transaqua, trop ambitieux, trop compliqué, trop coûteux. Que pensez-vous de ce projet? Y a-t-il des alternatives? Que ce projet a un grand mérite, c'est de poser une question essentielle qui est de l'adéquation entre les besoins humains et les ressources en eau et les possibilités de les exploiter et d'exploiter les terres qui sont liées. En revanche, ce grand projet a un inconvénient et il soulève aussi beaucoup d'incertitudes. L'inconvénient majeur, c'est que quand on se met à discuter de ce projet, on oublie d'envisager toute autre possibilité. On est obnubilé par ce grand projet selon une logique qui a déjà été observée ailleurs, qui fait qu'il y a une fascination exercée par les grands projets, qui fait qu'on n'arrive plus à penser autrement. Ils monopolisent l'attention. Or, le véritable enjeu, c'est qu'on a une population qui va passer dans le bassin d'à peu près 50 millions d'habitants aujourd'hui à 130 millions d'ici 2050. À l'heure actuelle, les prélèvements opérés par les activités humaines qui n'arrivent pas au lac Tchad sont relativement limités. On les estime à peu près à 3 km3 sur 18 à 20 km3 d'apport annuel du Chari-Logone. Mais si la population augmente, comme je vous l'ai indiqué, et que la consommation en eau par habitant augmente parce que l'on développe l'irrigation, notamment pour répondre à l'irrégularité de la pluie qui sera associée au changement climatique, eh bien dans ces cas-là, il se pourrait que les apports au lac Tchad diminuent dans une large proportion et que donc le lac Tchad, effectivement,
soit menacé. Alors c'est pas aujourd'hui, mais ça peut être dans 20 ans, 30 ans. Donc de ce point de vue-là, il y a un enjeu véritable. Mais le transfert n'est pas la seule façon de répondre à cet enjeu. On peut aussi, il y a d'autres manières d'envisager la valorisation des ressources en eau, en utilisant des eaux souterraines, en utilisant des systèmes d'irrigation qui soient plus économes que les systèmes gravitaires actuels. Il y a d'autres options qu'on pourrait envisager. Pourquoi j'attire l'attention sur l'importance de raisonner de façon en n'étant pas focalisé. Allez-y rapidement, s'il vous plaît, Jérôme Agrain. Oui, la question de ce transfert, c'est qu'en fait, il y a énormément de risques, comme les auditeurs congolais qui sont intervenus l'ont mentionné. D'abord, la position du Congo par rapport à ce transfert n'est pas du tout évidente. Les pays émetteurs ne seront peut-être pas d'accord. La question des ressources naturelles utilisées par des acteurs extérieurs est très sensible dans un pays comme la République démocratique du Congo. Il n'est pas du tout évident que aussi bien les décideurs politiques que la population soient décidés à laisser faire ce transfert. Et puis, ce transfert pose un très grand nombre de questions quant à ses impacts environnementaux, quant à ses impacts sociaux, quant à sa viabilité économique. En fait, la vraie affaire du lac, et depuis le début où nous abordons ce sujet-là, c'est que c'est pas la mer d'Aral, c'est pas qui est quand même l'image que l'on donne pour dire on peut arriver à renflouer le lac Tchad, regardez la mer d'Aral, ce qu'on a pu faire. C'est quand même depuis toujours un immense marais. Et si on le sature en eau, ça n'aura plus de sens parce qu'on ne pourra plus l'utiliser. Moi, ce qui me gêne, c'est ce côté, si vous voulez, très volontariste. On a l'impression qu'on revient dans les années 1960 avec les grands projets technologiques, la productivité, etc. Avec en plus l'argument d'urgence, il faut faire vite, la démographie est galopante, et sans qu'on réalise et qu'on réfléchisse vraiment, comme si on allait se satisfaire de grands projets qui allaient tout régler. Est d'accord, il faudra faire quelque chose pour sauver ce lac africain, ce trésor africain. Voilà. Voilà. Donc, les Occidentaux ont des plans machiavéliques. Mais est-ce que leurs plans machiavéliques, nous sommes prêts à accepter? Non. Donc, nous devons avoir les yeux grandement ouverts sur la situation du Congo RDC. Très important. Parce que la RDC est une situation qui doit préoccuper pas mal des Congolais. Très important. Bon. Donc, aujourd'hui, on peut se rendre compte que tous les décès du pays est dans les mains de la communauté internationale. Ça, ce sont des faits et nous les vivons tous les jours. Que faire? Je pense qu'il n'y a pas d'autre miracle. Donc aujourd'hui, on peut se rendre compte que tous les décès du pays est dans les mains de la communauté internationale. Ça, ce sont des faits et nous les vivons tous les jours. Que faire? Je pense qu'il n'y a pas d'autre miracle. Il faut libérer l'imaginaire collectif du Congolais. Que les Congolais prennent conscience, en commençant par les élites politiques, les élites intellectuelles. Nous ne sommes pas créés par Dieu pour être dominés. C'est anormal d'accepter de telles situations. Et pour arriver à réinventer cet imaginaire collectif, il faut des symboles historiques.
Pour le moment, je pense qu'il y a deux. Et des gens qui sont morts pour ce pays, pour l'unité du pays. C'est Patrice Emery Lumumba et M. Laurent Désiré Kabila. Sur base de ces deux symboles, de ces deux figures, qu'on peut reconstruire notre imaginaire et récupérer notre destin. Si on ne le fait pas, je vous assure, nous serons des esclaves sur notre propre territoire. Tout ce que nous faisons ici, des discours, tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on écrit à la télévision, peut-être ça sera trop tard qu'un jour que les enfants viennent, nos petits-enfants, nous condamnent. Pourquoi dans ce pays il y a trop d'intellectuels, entre guillemets, il y a des politiciens ou bien des hommes politiques, pourquoi accepter que ce pays soit dans les mains des étrangers? Je pense que ce que nous faisons comme conférence aujourd'hui, c'est pour une prise de conscience. Et vous devez savoir, la liberté a un prix. Un peuple qui veut se libérer doit se sacrifier. Sinon, on n'aurait pas Lumumba, sinon on n'aurait pas Kipavita, sinon on n'aurait pas Kimbangu, sinon on n'aurait pas M. Laurent Désiré Kabila. Il pouvait négocier avec ces gens avec qui il avait signé des contrats durant la guerre et rester au pouvoir. Il n'a pas voulu, on l'a assassiné chez nous ici. Et je pense qu'aujourd'hui, même les gens qui contestaient musée reconnaissent à cet homme qu'il a été quand même un homme fort, un homme qui avait une vision pour ce pays. Donc, pour conclure, il faut que les Congolais, nous, tous, nous devons prendre les risques. Nous devons nous sacrifier pour que ce pays essaie un peu d'être stable et de se développer, que ce pays reste au centre de l'Afrique. Et sans le Congo, il n'y a pas d'Afrique. Il faudrait que tout Congolais prenne conscience. On est là, très riche, nous sommes 100 millions d'habitants, on est très grand, mais ceux qui habitent ont un petit esprit comme ça, comme les petits-enfants, et puis ils acceptent que n'importe qui vient leur donner des ordres. En tout cas, je ne voudrais pas aller plus loin, on aura à faire un débat ensemble, mais ce que moi je voudrais vous demander, aujourd'hui, il faut qu'on se réfère à Lumumba, il faut qu'on se réfère à Mzee pour récupérer notre destin. Une fois de plus, merci. Donc, il m'a été demandé de discuter, de parler de l'amputation de la conscience politique autonome de la RDC par la communauté internationale. Donc, l'idée principale est ici de discuter sur le fait que non seulement la communauté internationale aujourd'hui se substitue aux institutions dirigeantes de la RDC, mais de s'interroger comment cette substitution apparaît comme normale aux Congolais qui n'aspirent pas à se prendre en charge, à diriger leur pays, comme s'ils avaient perdu ce qu'on appelle la conscience politique autonome. Parce qu'en situation d'autonomie, un peuple se dirige lui-même. En situation d'autonomie, un peuple prend primordialement les décisions qui exigent, qui prône son existence propre. Donc, l'autonomie signifie ici qu'un peuple a la mainmise sur sa politique nationale, sur son économie nationale, il a la mainmise sur l'ensemble des décisions qui fondent son existence. Et que quand un peuple perd la capacité de se prendre en charge, de prendre en charge sa vie, de prendre en charge des décisions qui engagent sa vie, ce peuple a une conscience qu'on appelle une conscience non autonome, c'est-à-dire hétéronome, c'est-à-dire une conscience qui dépend d'ailleurs, qui répond aux normes et situations d'ailleurs et non aux normes et situations endogènes. Donc il m'a été demandé de discuter pour introduire l'histoire, pour voir comment est-ce que les Congolais pendant des années ont perdu cette, n'est-ce pas, cette conscience autonome qui est fondative de l'être humain. Il n'y a pas d'être humain s'il n'y a pas une autoprise en charge. Donc, j'articulerai mon propos à 2 ou 3 niveaux. Le premier niveau, j'en citerai un peu au moulin de Freddy et de Philippe Bioya pour dire qu'en fait, aujourd'hui, plus qu'hier, le Congo semble être un État vassalisé qui est géré par la communauté internationale. Et au deuxième niveau, je m'interrogerai avec vous pour voir comment est-ce que les Congolais ont perdu historiquement la conscience politique autonome comme capacité, comme performance de se prendre en charge, de prendre en charge sa politique, de prendre en charge son destin. Et après, on verra s'il y a quelques possibilités
pour essayer de changer les